Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast du Club Paname. Je vous prie de nous excuser pour cette longue absence. Tout cela est la faute de Basto et Draias qui sont partis en vacances en amoureux à Venise. Mais nous sommes de retour, enfin. Et dans ce podcast, nous allons débriefer la victoire 4-2 du PSG contre Nîmes. On va ensuite faire un petit bilan du Mercato qui est loin d'être aussi doré que celui de l'an dernier. Et on va terminer par évoquer le tirage de la Ligue des Champions et un groupe bien compliqué. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Je suis ce soir avec mes amis Basto. Basto, comment ça va? Ça va, de retour de vacances. À peu près beau, à peu près bronzé. Draias, comment ça va? C'était bien Venise? Ah, c'était encore mieux que Venise, c'était Bréa, mec. Tu devrais essayer. À deux mecs, Ok. C'est formidable. Olivier, comment ça va? Tout va bien. Clair, précis. On va commencer donc par débriefer Nîmes PSG. Le PSG s'est donc imposé 4-2 aux Costières contre des Nîmois courageux, voire agressifs. Le quatuor offensif du PSG a brillé dans sa totalité. But de Neymar, Di Maria sur corner rentrant. Enfin, il a réussi à le mettre. Mbappé qui débloque le match et Cavani presque hors jeu qui y va de son petit but. Messieurs, qu'avez-vous apprécié dans ce match, Basto? Je crois que je vais être rapide comme jamais. L'efficacité, on a 4 réelles occasions mais 4 buts. Et plus le fait de savoir gagner ce match une fois que l'équipe adverse est revenue à 2 partout. C'est tout. C'était très net, très précis, Draias. Moi j'ai apprécié certaines individualités, mais c'est pas le topic. Pour le reste, il devient de plus en plus délicat de dégager du positif de nos matchs. Ce que je retiens de très positif était la première mi-temps contre le Bayern. Depuis, j'attends. Olivier. Moi, je serai un petit peu moins négatif que mes deux petits camarades. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la victoire. La 4e en 4 matchs, qui permet au PSG de faire son meilleur début de saison en année paire. Ces années toujours un peu délicates, puisqu'elles succèdent à des grandes compétitions internationales. Par comparaison, en 2012-2013, c'était Ancelotti qui était aux manettes, il y avait une victoire et 3 nuls, 6 points. En 2014-2015, c'était Blanc, il y avait 2 victoires et 2 nuls, 8 points. Et en 2016-2017, c'était Emery, il y avait 2 victoires, 1 nul et une défaite, 7 points. Le PSG aujourd'hui, avec Tourelle, c'est 12 points, c'est donc un résultat remarquable. Il est déjà largement en tête par rapport à ses principaux rivaux, on peut même plus parler de concurrents vu la différence de niveau abyssal qui s'installe entre le PSG et le reste du plateau. L'OM est déjà à 5 points, l'OL à 6 points et Monaco à 8 points. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le comportement de l'équipe, alors qu'elle est en rodage, qu'il manque des éléments importants, qu'elle jouait sur un mauvais terrain, qu'elle était face à des adversaires très agressifs. Je trouve qu'on n'a pas trop mal géré tout ça, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas les années précédentes. Alors oui, on a subi pendant 25 minutes au début. Alors oui, on a perdu le fil entre la 60e et la 70e avec les 2 buts de l'égalisation. Mais on a su reprendre les choses en main et être efficace par nos 4 fantastiques pour marquer 2 buts en fin de première mi-temps et tuer le match en fin de seconde. Et puis j'ai aimé aussi le match des Nîmois qui ont su appuyer là où ça fait mal au PSG en ce moment, avec beaucoup de pressing, beaucoup de rythme. Ils ont su porter le pressing surtout sur notre milieu de terrain en étant très agressifs, parfois trop, mais ça c'était à l'arbitre de mieux juguler cette agressivité excessive. Et ils ont su également revenir à 2-2 alors que le match semblait plié après la fin de la première mi-temps, tout en contrôle du PSG. Et ça, pour moi, c'est tout à fait remarquable. Parce que dans le championnat, on voit tant d'équipes qui ferment le jeu, qui baissent les bras quand ils commencent à être dominés, qui sont inhibés. Ça fait plaisir de voir une équipe qui, bien que limitée techniquement, joue crânement sa chance contre le PSG. Merci à toi, Olivier. T'en as aimé des choses, dis donc. C'est bien. Oui, j'ai aimé. J'ai limite peur de poser la question à Draias. Maintenant, on va passer à ce que vous n'avez pas apprécié, Draias. Je me recule. Ok. J'ai pas apprécié notre jeu dans son ensemble. Je trouve que ça passe par une incapacité chronique à porter le ballon devant. Que ce soit nos milieux qui sont incapables de se faire du marquage nîmois. Olivier, tu as à juste titre salué le pressing organisé par les Nîmois, mais voilà, n'oublions pas que c'est quand même un promu. Ou nos centraux qui ont été très en difficulté lorsqu'il s'agissait de relancer. C'est simple, la balle elle arrivait juste jamais devant. Résultat, à la moitié de la mi-temps,
on a déjà commencé à voir les Cavani, Neymar, Kylian redescendre un petit peu comme à la grande époque de Blanc avec Ibra. Sauf que là, c'était les 3 carrément qui redescendaient pour essayer d'organiser un minimum le jeu. C'est arrivé à partir de la 15-20e. Et du coup, un petit peu comme à l'époque où Ibra redescendait, sauf que là, c'était encore plus criant. On avait un gros souci de présence devant. On a un nombre de joueurs qui sont derrière la balle qui dépassent l'entendement. Je sais qu'on a rarement que 2 voire 3 joueurs qui sont devant. De milieux qui se projettent à contre-temps, des fois les 2 en même temps, des fois les 2 restent derrière alors que ça serait bien qu'il y en ait un qui soit devant, qui se font prendre dans leur dos, j'en passe et des meilleurs. Le saut qualitatif à faire est dantesque. Dans 15 jours exactement, ce sont des joueurs qui se jouent aussi en rouge, mais qui ont un pressing qui est encore plus fort, des déplacements qui sont bien plus rapides, et une bien plus grande adresse devant le but. En un mot, commençant Wake Up PSG. Merci à toi, Drayas. Olivier, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans ce match? Moi, j'ai pas apprécié l'absence de cohérence de l'équipe. Ce qu'on a vu illustre à l'évidence la faiblesse totalement inacceptable du milieu de terrain qui a encore été appauvri lors de ce mercato. On savait tous qu'il fallait renforcer ce milieu et on ne l'a pas fait à la fois qualitativement et quantitativement. Comment on peut espérer une quelconque efficacité avec un milieu Rabiot-Marquis? Pauvre Marquinhos, il est un peu sacrifié dans ce rôle-là qui n'est pas le sien. Et alors qu'ils ne sont que 2 pour gérer ce secteur charnière de l'équipe, ça marche absolument pas. On voit une équipe qui est coupée en 2. Mais quelles sont les solutions pour Tourelle lorsque Verratti n'est pas là? On en discutera. Il n'en a probablement pas beaucoup. Et on ne peut que s'inquiéter de ce manque d'alternatives. En L1, le talent des 4 devant va suffire à gagner des matchs. On l'a vu depuis le début de saison. Sur quelques coups, quelques ballons grappillés, quelques passes en profondeur. Mais en Ligue des Champions, moi je suis d'accord avec Drayas, ça ne suffira probablement pas et on ne peut que s'inquiéter des possibilités que va avoir Tourelle avec cet effectif-là au milieu. Merci à toi, Olivier. Basto. Je crois que je vais être pour une fois le plus long. Moi, j'ai pas apprécié grand-chose, donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées. La composition de départ déjà me faisait peur, même si on n'a pas beaucoup de choix avec cet axe défensif du milieu et de la défense centrale qui faisait penser qu'on aurait eu du mal à faire avancer la balle. Plus le côté gauche, Enzo Di Maria Rabiot, dont on ne pouvait pas attendre de jeu en une touche de balle, on n'en a pas eu. On a vu un PSG qui a été totalement étouffé par le pressing nîmois dans les 30 premières minutes, dû notamment à un bloc qui était totalement disloqué dans les transitions offensives comme défensives. Du coup, on perdait la plupart des seconds ballons et de nos duels. Donc c'est très compliqué de pouvoir construire dès qu'on perd les seconds ballons. On a eu aussi un bloc de la ligne arrière qui était bien trop bas. Et ça se voit sur les 2 buts. Sur le premier but, personne ne monte sur celui qui frappe la balle. Les 2 décès sont devant le gardien et ne montent pas du tout. Et sur le second but, ça part de base d'une action où on peut être en supériorité numérique. Je crois que c'est Rabiot qui perd la balle et derrière le premier joueur est à plus de 20 mètres, donc les Nîmois peuvent avancer tranquillement. Ce qui fait qu'on a défendu en reculant la plupart du match. On a eu aussi très peu de construction, donc il y a eu un déchet technique inhabituel, peut-être dû à l'état de la pelouse qui était catastrophique, mais surtout à l'absence encore et toujours d'année en année, ça se confirme, de joueurs entre les lignes. Ça confirme que le potentiel de combinaison axiale est quasiment nul quand il n'y a ni Marco ni Draxler. Du coup, on se débarrasse de la balle en envoyant des longs ballons. Il n'y a pas eu beaucoup de réussite dans ces longs ballons-là, à part sur le 3e but. Et j'ai, contrairement à Olivier, pas aimé non plus le comportement de l'équipe, parce qu'en seconde mi-temps, on a la chance de mener 2-0 sans faire un grand match, et on retombe dans ce ronronnement, on ne met pas d'intensité. Beaucoup de suffisance et on se retrouve à 2-2 et on a de la chance de ne pas se retrouver à 3 Nîmes avec cette barre transversale et cet arrêt décisif d'Areola. Donc voilà, une fébrilité immense après le premier but encaissé, Paris qui monte aucune sérénité et aussi de l'énervement avec ce rouge d'Mbappé qui montre que l'équipe n'était pas très sereine. Je vais te surprendre Jimmy, mais j'aimerais revenir sur un truc. Oh putain, je suis sur le cul. Je te jure, je suis un mec plein de surprises. Je m'attendais pas du tout. Parce que tu vois, je dis rien parce que je me doutais à peine. C'est l'effet de Bréa, tu devrais vraiment y aller. Allez, vas-y. Et non, mais c'est juste que je suis pas sûr qu'il y ait aucune solution. Enfin, sur le banc, on a un Draxler, on a un Nkunku, on a des joueurs qui sont capables
Justement, alors pas forcément pour Draxler c'est vraiment le cas, pour Nkunku c'est un peu moins le cas, mais en tout cas capable d'assurer des transmissions de la balle du milieu à l'attaque, pour peu qu'on les place au milieu. Après j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un espèce de contrat qui a été passé tacite, Neymar va jouer 10 sur la saison, donc on ne peut plus jouer en 4-3-3. Mais moi j'ai le sentiment que là, vu l'état de notre banc, vu l'état de notre milieu, que si on passait en 4-3-3 pour rajouter un homme au milieu, et notamment un homme qui sait manier le ballon, qui sait se positionner entre les lignes, on aurait des embryons de solutions. Après, peut-être que ces solutions sont tuées dans l'œuf, parce qu'il y a peut-être un contrat, Neymar doit jouer 10 cette saison. Il y a autre chose aussi, un joueur qui se déplace entre les lignes c'est bien, mais s'il n'y a personne pour faire l'émetteur, et pouvoir faire la bonne passe qui casse les lignes, c'est compliqué. Et quand on voit que nos défenseurs centraux le font très peu, quand on voit que Marquis, Rabiot le font très peu, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bah après, je sais pas, c'est clairement pas. Non, mais c'est clairement pas une solution idéale. Et c'est vrai que dans l'idée, tu peux vraiment pas te passer de Marquis. Mais vu que Marquis va pas être là, le fait de mettre, vu que Marco va pas être là, tu peux pas te passer de Marco. Excusez-moi, je rip. Tu peux mettre Marquis en 6. Tu peux tenter Rabiot en 8 et tu peux mettre Draxler ou Nkunku en 8 à côté. Et ça sera pas idéal, c'est sûr que c'est clair qu'on n'aura pas mais on aura au moins quelques ballons qui iront devant, on aura au moins de temps en temps un joueur qui pourra l'amener, on aura au moins des embryons de solutions, alors que là on n'a rien, on ne se repose que sur des qualités individuelles, comme le disait très bien Olivier, les qualités individuelles en Ligue 1, on a tellement d'avance que ça suffit, mais ça suffit pas pour faire un match de foot. Et surtout, c'est des fessées qui nous attendent en Ligue des Champions si on ne se réveille pas et si on ne trouve pas des solutions alternatives. Parce que continuer avec ce milieu, c'est juste du suicide. Et encore, on a joué des équipes très faibles de Ligue 1. Tu fais ça contre Marseille, Monaco, Lyon, oui, c'est même pas dit que ça passe. Voilà, Olivier, voilà. Je voulais rajouter ça aussi. Oui, moi j'attends le Paris-Marseille avec ce Marseille-là que j'ai vu hier soir. Moi, je me pose la question si on ne doit pas changer totalement d'idée de jeu, puisqu'on n'a pas de milieu. Et souvent les joueurs, ils n'avaient pas de solution de relais au milieu, ils ont décidé de tenter des passes longues. Le gros problème qu'on a eu également, c'est qu'il n'y avait pas d'activité, d'efficacité sur les côtés. Meunier n'a pas fait un match extraordinaire, et ne parlons même pas de Ensoki et Kerrer, qui ont été absolument tragiques, à la fois défensivement et offensivement. Les possibilités de faire du jeu dans l'axe avec ce milieu comme sur les côtés étaient inexistantes. Alors, le choix de Tourelle aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un contrat avec Neymar. Il fait jouer Neymar en 10 parce qu'il veut faire jouer devant Di Maria, Cavani et Mbappé. Ça, c'est son option actuelle. Il faut peut-être trouver, si on n'a pas les milieux capables de transmettre le ballon, il faut peut-être trouver des circuits différents, plus par les côtés, plus par des longues passes, mais en ayant un bloc beaucoup plus resserré qu'il n'était. Mais aujourd'hui, on a le cul entre deux chaises avec un jeu qui est à la fois ce que faisaient les années précédentes et qui n'est pas encore ce que peut-être il va vouloir faire dans l'avenir. Je suis d'accord sur le... Moi, je suis pas d'accord sur Meunier, par contre. Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut changer de circuit de jeu, vu que ça fait des années que le circuit de jeu de l'axe défensif et du milieu de terrain touche 3/4 des ballons et qu'à l'arrivée se fait violer en Ligue des Champions. Mais le problème, c'est que même si on veut jouer vite sur les ailes, il faut toujours trouver un homme libre. Et pour trouver un homme libre, il faut des hommes qui sont actifs avec la balle. On a très peu de joueurs qui font avancer le ballon. Rabiot est capable de le faire, il faut qu'il se sorte les doigts des fesses, mais il est capable de le faire. Mais... On l'a vu sur les premiers matchs que l'équipe avait été capable d'évoluer beaucoup plus en bloc qu'on ne l'avait vu les années précédentes. Là, le problème du milieu qu'on a eu, c'est qu'il y a eu un trou absolument énorme entre les 4 attaquants et les joueurs de derrière, puisque Marquinhos, systématiquement, soit il joue sur le côté, soit il joue par des passes en retrait. Donc, si tu arrives à resserrer beaucoup mieux les lignes, et donc tu arriveras à trouver beaucoup plus facilement tes attaquants, jouer sur le côté, jouer sur des passes en profondeur dans l'axe, avec les flèches qu'on a, ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler, parce que tu ne peux pas construire avec ce milieu-là. Et imaginer Draxler dans un double pivot, moi j'ai beaucoup de difficultés. Non, il parlait de 4-3-3. Je parlais de retourner en 4-3-3, de remettre Neymar à gauche, de mettre Mbappé à droite et de mettre Cavani en pointe. Et on met Di Maria sur le banc. Et c'est la seule... moi aussi je peux. Tu dois même. Mais moi c'est la seule solution que je vois par rapport à ça. Après sinon effectivement passer dans une défense à 3, mais Kim qui est une des rares satisfactions du match de ce week-end dit lui-même qu'il y a encore du travail, etc., qu'il est volontaire par rapport à ça, qu'il y a encore du travail. Quand on voit
un Silva qui balbutie son football en tout cas ce week-end et qui a un petit peu du mal, et sur les défenses à 3 il était vraiment pas impérial, etc. Enfin, la défense à 3 pour moi pour l'instant elle me semble pas envisageable dans l'immédiat, et je dis juste dans l'immédiat, repasser par le 4-3-3, les joueurs ont certaines certitudes, et comme dit Basto, c'est très important de passer un mec au cœur du jeu. Alors c'est vrai que c'est pas idéal parce qu'on n'a pas Verratti pour être capable de lancer ce mec là, mais au moins avoir un minimum d'embryon. Alors après oui, travailler sur les ailes, mais encore une fois, quand on est en 4-3-3, on a besoin d'avoir des mecs qui sachent un minimum défendre, et donc on peut pas être all loup sur les ailes, et la défense à 3 elle est inenvisageable en l'état, quoi. Il y a une chose aussi, tu parlais de bloc sur les premiers matchs qu'on n'avait jamais vu. J'avais vu PSG Caen au Parc avec Draias qui me disait la même chose que toi, et je lui avais dit que attendons, c'est qu'un match et c'est une équipe qui ne pressait pas. C'est facile d'avoir un bloc quand une équipe ne presse pas. On l'a eu avec Emery et Blanc, ce bloc, quand des équipes ne pressaient pas. Là, on tombe sur Guingamp qui pendant une mi-temps nous presse, sur Angers qui pendant une mi-temps nous presse, et sur Nîmes, et d'un coup, le bloc il n'existe plus. C'est toujours le même problème avec cette équipe depuis 6 ans. Oui, mais moi j'ai trouvé, les premiers matchs, il a essayé la défense à 3 en première mi-temps, ça n'a pas fonctionné. Il est revenu en 4-3-3 en deuxième mi-temps, et là on a vu ce bloc, et j'ai très souvent vu Thiago Silva qui était dans le camp adverse, ou qui jouait à hauteur de la ligne médiane. Ça oui, la ligne de défense haute sur les premiers matchs, on l'a eu, pas à Nîmes, c'est vrai. Non, mais à Nîmes, on pouvait rien faire avec le milieu qu'on avait, et les Nîmois ont très intelligemment coupé l'équipe en deux en pressant les deux milieux. On a joué quasiment avec un seul milieu, puisque Marquinhos, il était le troisième défenseur. Son réflexe naturel, c'est de reculer, c'est d'aller chercher l'appui en arrière. Il n'est pas du tout un joueur qui va pouvoir nous projeter en avant. Non, là, moi, je vois une équipe qui n'a pas de projet de jeu, ou qui est à cheval entre deux projets de jeu, et qui n'est pas encore capable de trouver la solution. Alors peut-être Verratti va la porter, mais aujourd'hui, ce milieu-là, enfin Marquis dans le milieu, moi, je ne peux même pas imaginer que ça puisse durer. Mes amis, j'ai juste une question pour toi, Olivier, si tu le permets. Tourelle, c'est... Non, mais c'est un petit trollito. Tourelle, c'est un peu du jeu moche, des longs ballons sur Mbappé, 4 occasions, 4 buts. Olivier, y a-t-il du Deschamps dans Tourelle ? C'est pas une question moche. J'aimerais qu'il y ait du Deschamps dans Tourelle. Je pense qu'ils n'ont pas du tout le même profil. Je pense qu'ils n'ont pas du tout le même profil. Et moi, je reste très intéressé, alors que le challenge est énorme, parce qu'il n'a vraiment pas le matériel pour faire ce qu'il avait probablement prévu de faire. Je suis très intéressé de voir un entraîneur inventif comme lui trouver la solution pour arriver à tirer le meilleur parti de cet effectif totalement déséquilibré. Je te remercie, Olivier, de répondre sincèrement à ma question un peu trollesque. On va passer au top du match, mes amis, 3 tops. Si vous le voulez bien, Olivier, je te donne l'honneur de commencer. C'est des tops, c'est difficile de sortir des tops dans une prestation où l'ensemble de l'équipe a failli. Hein, c'est pas des... moi je vais ressortir quand même Areola, parce que on sait le challenge qui attend Areola. On lui a filé dans les pattes, alors qu'il était titulaire l'année dernière, un monument du foot. Alors moi ça me fait marrer quand on parle de monument, parce que monument ça évoque aussi un peu un chef-d'œuvre en péril. On ne sait pas très bien où on est exactement Buffon, mais très pragmatiquement, et ça aussi on peut l'apprécier de la part de Tourelle, il a décidé, puisque Buffon allait être suspendu en Ligue des Champions, de donner la chance d'Areola de bien prendre place dans l'équipe en jouant les 3 matchs qui allaient précéder le début des phases de poule. Il a fait un match qui était tout à fait correct contre Angers, malgré une sortie aérienne un peu ratée. Mais là, j'ai trouvé qu'il montrait beaucoup d'autorité, il s'est bien imposé dans sa défense, et puis il a sorti 2-3 arrêts, effectivement, qui auraient pu tourner plus mal pour l'équipe. Donc, c'est bien, je crois qu'il prend du bon côté cette concurrence, et il n'est pas du tout sûr que Buffon soit titulaire indiscutable cette année. Je crois que c'est un point positif pour nous. Kimpembe, je crois que c'est vraiment le joueur à ressortir dans cette défense, alors qu'effectivement Thiago a été un peu méconnaissable, alors qu'il tient la baraque depuis pratiquement 6 mois, qu'il a fait une grande Coupe du Monde, un très bon début de championnat. Eh bien, Kimpembe a montré beaucoup de facettes qui sont en sa faveur. À la fois défensivement, il est toujours aussi solide au duel, et puis il a su également remonter quelques ballons, dont
la passe décisive qui va donner à Mbappé. Bon, c'était un petit peu un saucisson aérien, mais l'autre, il a tellement de talent qu'il a réussi à faire un contrôle et à enchaîner la volée derrière. Donc je crois que Kimpembe confirme que ça va être un élément très important cette année. Et puis je vais faire un troisième top, alors la collectif pour nos 4 attaquants. Pas tant dans le jeu, parce qu'ils ont souffert de l'organisation défaillante de l'équipe, mais pour leur efficacité, encore un but chacun dans ce match. Bah écoute, pour le moment, ça nous permet de gagner, et c'est déjà ça. Merci à toi Olivier, à toi Basto. Ben, j'ai aussi mis Areola et j'ai rien ajouté sur ce qu'a dit Olivier sur lui, puisque je partage 100% son point de vue. J'ai aussi mis Kimpembe qui est un peu le défenseur qui essaye de faire ce que Silva ne fait quasi jamais. Et heureusement, c'est un peu triste que ce soit notre défenseur le plus proactif avec le ballon, parce que de base c'est pas un cadre non plus dans l'exercice, on est très loin d'un Boateng ou d'un Bonucci, mais lui au moins se force à le faire. Et on est bien obligé si on veut essayer de s'en sortir. Donc sur ce match, il a pris le rôle du patron, il a pris le rôle d'un patron d'un navire qui coulait, dont le capitaine Silva avait lâché les commandes. Et il est décisif avec cette interception en avançant sur le 3e but, puis cette ouverture sur Mbappé. Et Mbappé sera mon 3e top malgré son carton rouge, puisqu'en première mi-temps, c'est un des rares à provoquer et à réussir ses provocations balle au pied. Et parce qu'il met encore un très joli but, et peut-être le plus décisif, celui du 3-2. Merci à toi Basto Drayas. Ok. Ben moi, je vais noter ce que j'avais écrit, et c'est un petit peu trop lax par rapport à ce qu'a dit Olivier, mais moi j'ai noté en top les 3 de devant. Et je dis 3 car je mets pas Di Maria en flop, mais il n'est pas en top. J'ai vu Di Maria bien meilleur sur les quelques matchs précédents, et aujourd'hui, enfin cette fois-là, on n'a même pas retrouvé le Di Maria agaçant, on a retrouvé le Di Maria qui était transparent. Bon, alors après, il a ce talent pour être décisif, même quand il est transparent. Mais pour moi, il n'est pas dans les tops. Par contre, sur Kylian, il faut quand même dire que son carton rouge, c'est une chose, c'est une erreur de jeunesse, sa déclaration après. Pour moi, il n'a pas sa place en top du coup. Sinon, comme vous deux, j'avais mis Kim. Vous avez tout dit, je rajouterai juste une chose, il a encore un peu de déchets, mais petit Kim peut devenir grand. Moi, c'est mon chouchou, j'ai envie que ça devienne le capitaine un jour. On verra, peut-être qu'il y arrivera. Et enfin, j'en mets un 3e qui est Meunier. Je l'ai trouvé pas très bon pendant 20 minutes. Enfin, je l'ai trouvé au niveau de l'équipe pendant 20 minutes. Et ensuite de ça, même si il a eu un errement défensif, pour le reste, il a tenu son couloir et il a apporté surtout des solutions devant, quoi. Ce qui nous manquait tellement. Et Basto parlait de joueurs proactifs, etc. Pour le coup, on a eu un joueur proactif dans la défense. Et c'était un peu Kim. C'est vrai que Kim a fait 2 montées au bal et il a fait une passe en louche qui arrive sur le truc. Mais Meunier en a fait beaucoup plus. Il a été beaucoup plus dans la surface. Il a essayé beaucoup plus de proposer des solutions. Et donc je mets Meunier. Quand je parle de proactif, je parle de l'axe défensif, donc des 2 milieux et des 2 centraux. Merci à vous mes amis, on va passer au flop du match, les joueurs que vous n'avez pas aimés. Basto, tu commences. Eh bien, puisqu'il faut en sélectionner 3, j'ai mis Nzoki. C'est pas son poste, ça s'est vu. Offensivement, moi je m'attendais à rien de lui sur ce match. Et il n'y a rien eu, si c'était des passes à l'adversaire ou en touche. Par contre, défensivement, vu que c'est un décès de formation, il doit quand même mieux faire. Il a perdu la plupart de ses duels, il était toujours très très loin de son vis-à-vis. Il était souvent pris de vitesse. Donc il a vraiment vécu un calvaire. En 2e flop, j'ai mis Marquinhos qui a pris 0 risque avec ballon. Il a dû faire en tout et pour tout une passe qui casse les lignes en fin de match, je crois. Et j'ai lu comme stat qu'il avait fait plus de ses 3 quarts de ses passes latéralement ou en arrière. Et parmi celles vers l'avant, il n'y en a qu'une sur 3 qui a trouvé destination. Donc ça en dit long sur son jeu avec ballon. Et défensivement, je trouve qu'il a sombré aussi. Il a perdu quasiment tous ses 1 vs 1 et ça ouvrait des boulevards ensuite pour Nîmes. Mais il paraissait totalement perdu, aussi bien dans le positionnement que dans ses duels, même s'il a fait quelques retours devant la défense. En 3e flop, j'ai mis Thiago Silva, qui a fait un match totalement à l'envers. Et dans tous les domaines, on connaît certaines de ses carences, notamment pour faire avancer la balle. Elles se sont confirmées. Il a fait très peu de passes risquées et le peu de tentatives de long ballon ont toutes fini en touche. Il est retombé dans ses travers sur ce match de placer la défense très basse, ce qui n'avait pas été le cas les premiers matchs où justement je l'avais rarement vu jouer aussi haut. Et c'était une des bonnes progressions de l'ère Tuchel. Par contre, plus inhabituel pour Silva, on l'a vu perdre des duels aériens, notamment la première occasion de Nîmes vient de ça. Silva perd son duel aérien, derrière l'attaquant nîmois peut dévier le ballon et Areola heureusement fait une parade.
Et il commet en plus une faute sur le penalty de l'égalisation où il est encore en retard dans son positionnement. Merci à toi Basto. Drayas, tes 3 flops STP. STP, ok. Enzoki, mais moi j'ai pas envie de lui jeter la pierre, jeune, etc. L'équipe joue n'importe comment, le mec il est balancé là-dedans, enfin c'est vraiment pas facile, et en plus comme l'a rappelé Basto, c'est pas son poste. Sur la paire brésilienne, alors il y a 2 choses à dire, c'est sur Silva. Je suis pas aussi défensif, aussi sévère que toi Basto, enfin si sur ce match, mais pour moi c'était une anomalie la prestation défensive de Silva sur ce match. Par contre, j'abonde dans ton sens et d'ailleurs c'est plus sous Emery qu'il a commencé à défendre en avançant, après sa non-titularisation contre le Real. Et il l'avait effectivement fait, et il semble, dès que l'équipe panique en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui va se passer malheureusement dans les matchs dès qu'il y aura de l'enjeu. Dès que l'équipe panique, dès que l'équipe n'est pas à l'aise, dès que l'équipe ne maîtrise pas à 100%, et il y a ces vieux démons qui reviennent au galop, et c'est viens le bloc, viens, redescends le bloc, et il panique, et il instille ça un petit peu à l'équipe, et sur Marquis, j'ajouterais, mais moi j'avais dit la paire brésilienne, donc c'est qu'un seul flop, parce qu'après j'ai un autre flop. Et sur Marquis, j'ajouterais que oui, non seulement il s'est fait trouer à tout va, mais en plus de ça, il est très souvent monté. Et on le voyait souvent monter, avoir la balle, la perdre, et se retrouver à courir comme un dératé pour essayer de revenir derrière, en étant relativement ridicule dans le processus. Et enfin, mon 3e flop, c'est Tourelle, c'est... bloc quoi, enfin moi j'ai vu ça contre le Bayern, c'était Bernadette qui m'avait traumatisé par la qualité de sa prestation contre le Bayern en première mi-temps. C'est vrai, j'ai la mémoire qui me taquine, il y a eu quelques matchs où je me suis enflammé, comme le Basto le rappelait tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas de bloc en face. Mais voilà, moi j'attends un bloc qui est capable de jouer en bloc dans l'adversité. Alors oui, il n'y a pas de milieu, oui, et bien sûr, et on pourra essayer de trouver des excuses, des circonstances atténuantes, etc., etc. Mais on a pris un coach qui était soi-disant pragmatique, capable de trouver des solutions, de déplacer des... J'attends quelque chose, encore une fois, tout à l'heure je parlais du 4-3-3. Le 4-3-3 à mon avis serait plus viable sans Marco Verratti. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas encore essayé? Pourquoi est-ce qu'on s'enferme dans ce 4-2-3-1 ou dans ce 5-3-2? Enfin, je ne sais jamais, dès qu'il y a des défenses à 3, je suis perdu dans les chiffres. Mais voilà, il y a une staticité dans le choix de jeu, c'est-à-dire qu'au début on commençait avec des défenses à 3 et puis systématiquement on est venu à du 4-2-3-1, maintenant on semble s'être enfermé dans un 4-2-3-1 qui ne fonctionne pas du tout. Le 4-2-3-1, quand une équipe a la possession, c'est porte ouverte derrière. Aucune équipe qui a la balle. Mais justement, je vous abonde dans ton sens. Pour moi, le 4-2-3-1, c'est une connerie du système. Peut-être. Ce que je constate, c'est qu'il y a une tendance à vouloir s'enfermer dans ce système. Ah oui. Et je suis effaré parce que ça ne marche pas. Et j'attends du coach qui ok, il n'y a pas de milieu. Ça, on peut tous être d'accord et on va en parler après, le mercato, la direction, etc. Mais maintenant, dans l'équipe, il y a une équipe, il y a un coach, trouve des solutions, peut-être revenir au 4-3-3, etc. Mais non, on s'enferme dans une logique qui ne fonctionne pas et tout à coup, on se retrouve à dépendre d'un seul homme qui s'appelle Marco Verratti, et le mec, il fait du 20 matchs par saison en ce moment. Il a quand même utilisé 4 systèmes depuis le début de saison. Ouais, mais à chaque fois, il finissait par le 4-2-3-1 en deuxième mi-temps. À chaque fois. Oui. À chaque fois. Merci mes amis, on va avancer. Olivier, vas-y, c'est à toi de donner tes médailles de caca. Avant de flopper, je veux quand même défendre deux éléments qui ont été attaqués, à mon avis, tout à fait injustement. Thiago Silva, parce que c'est systématique. Même quand Thiago Silva fait un bon match, on a toujours des trucs à redire. Là, il fait un mauvais match, ça peut arriver, un grand joueur comme lui. Alors là, il en prend plein la tête. Thiago Silva, il ne correspond pas à votre type de défenseur central, c'est une chose. Mais il correspond à un type de défenseur central qui est le dernier rempart, qui est le libéro, qui est celui qui court. Et il faut voir tout le boulot de rattrapage qu'il fait par rapport à ses coéquipiers dans la majorité des matchs. Là, c'était la panique. C'est pas lui qui est responsable du recul, c'est le milieu de terrain qui systématiquement, et Marquinhos le premier, allait s'appuyer derrière donc il a essayé de faire ce qu'il peut, il l'a mal fait, point barre. En ce qui concerne Tourelle, je crois que c'est quand même extrêmement dérangeant de voir que c'est un des coachs qui réagit le plus vite. On a vécu 2 années avec un coach qui ne changeait jamais. Lui, il est de match précédent, il fait une première mi-temps avec une défense à 3. Si ça ne marche pas, il ne tergiverse pas et il change son système pour la deuxième mi-temps et on gagne en deuxième mi-temps.
Là, on lui a filé vraiment une équipe qui est ingérable et il cherche des solutions. Alors ça va sûrement prendre du temps, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas chercher des solutions. C'était encore un système qui était différent des autres. Là où il se trompe, c'est probablement dans l'utilisation de Marquinhos. J'ai peur qu'il fasse à Marquinhos ce qu'Emery a fait à Lo Celso, c'est-à-dire le tuer dans un poste qui n'est pas le sien. Mais je me mets à sa place, ça doit être épouvantable de se retrouver avec un effectif comme ça, alors qu'il avait probablement d'autres envies que celle-là. Alors pour en venir à mes flops, donc pour moi ça sera un flop collectif pour les deux milieux de terrain, qui ont failli individuellement, mais surtout tactiquement, qui ont joué trop bas, trop latéralement, qui ont subi totalement le pressing adverse, qui ont coupé l'équipe en deux, et on a abouti au 6+4, alors qu'on avait déploré le 7+3 l'année dernière, et pas beaucoup progressé à ce niveau-là. Alors passe encore pour Marquinhos, le malheureux qui est sacrifié dans un poste qui n'est pas le sien. Mais là, il n'y a vraiment aucune excuse pour Rabiot qui, une nouvelle fois, a montré son mauvais visage, c'est-à-dire la nonchalance, la difficulté à se projeter devant. Enfin bon, il n'a pas du tout été le patron qu'il doit être en l'absence de Verratti. Alors, flop aussi pour les deux arrières-gauches qui ont été ballottés, que ce soit Ensoki. Bon, Ensoki, les circonstances atténuantes que vous avez citées, mais surtout Kerrer, qui en est à son deuxième mauvais match en 2 matchs. Il a été tragique. Quand tu n'as ni milieu, ni arrière latéraux en dehors de Meunier, comment tu peux construire du jeu autrement que par des grandes passes devant? Là, c'est quand même problématique. Et puis, il y a un flop sur lequel je veux insister, c'est de l'arbitrage. Cet arbitre a été absolument incapable de contenir l'agressivité excessive des Nîmois. Que ces joueurs soient agressifs, c'est très bien, ça fait partie du foot, mais quand ils dépassaient les bornes, il fallait les sanctionner. Or, ça n'a pas été fait, et que le PSG se retrouve avec plus de cartons jaunes à la fin de ce match que leur adversaire est pour moi quelque chose de totalement inacceptable. L'arbitre, je l'ai déjà dit, il est là pour protéger les joueurs, il est là pour protéger le jeu, il n'est pas là pour protéger le petit ou pour subir la pression du public et de l'équipe adverse. Donc pour moi, cet arbitre a failli, et c'est ce laxisme qui a sûrement fait disjoncter Mbappé, qui a pris suffisamment de coups dans ce match et qui en prend un coup horrible en fin de match. Et bon, il bouscule, en dehors de ça, ça ne me semble pas un péché capital, mais l'arbitre est responsable du mauvais climat de ce match. Je dois réagir, Jimmy, je suis désolé. Vas-y, vas-y. Alors Silva, bon défensivement, mais ça on est tous d'accord. Mais je veux dire, d'un côté, on peut pas se plaindre d'avoir un bloc qui est distendu et vouloir avoir un défenseur qui passe son temps à faire reculer le bloc. Moi, le Silva qu'on a en fin de saison avec Emery qui tout à coup commence à défendre en avançant, qui commence à faire des trucs, bah, je me dis, j'ai de l'espoir. Mais ce que je constate, en fait, c'est que, indépendamment du fait qu'il ait raté sa performance, et ça, on est tous conscients, enfin, le niveau défensif, je pense que même Basto, on est conscient, enfin, c'est pas... Moi, je veux parler après. C'était juste anormal, c'est pas là-dessus qu'on peut le juger, c'est juste un match, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, et puis effectivement, l'équipe, etc. Mais le constat qui est que, tout à coup, dès qu'il y a un petit peu de panique, il fait reculer le bloc, et donc, par son attitude, il distend le bloc, toutefois, tu mets tout sur le milieu, mais c'est vrai que le milieu n'a pas été cohérent. Mais quid du fait que le milieu a une défense qui est 15 mètres derrière, plutôt que d'avoir une défense qui est 5-10 mètres derrière, etc. Et c'est ça qu'on déplore. En fait, si tu veux, c'est, oui, Silva porte un peu le chapeau du truc, mais ce qu'on déplore, c'est l'absence de bloc. Et Silva en est, mine de rien, un des putains d'acteurs. Et ensuite de ça, tu disais sur Tourelle, que Tourelle fait des changements et qu'il est proactif. Oui, je suis d'accord. Effectivement, il n'insiste pas sur son 3-5-2. Mais tout à coup, il continue de retourner dans un 4-2-3-1 qui nous a rarement apporté satisfaction, quoi. Les rares fois où le 4-2-3-1 a été satisfaisant, c'était quand il n'y avait pas de pressing en face. Et d'une manière générale, le 4-2-3-1 n'apporte pas les certitudes dont on a besoin. Et on continue d'aller là-dedans et on s'enferme dans cette logique. Et je trouve que, oui, c'est vrai qu'il fait ces changements à la 45e. Et ça, c'est vraiment soulageant, effectivement, par rapport au coach précédent. Mais c'est pour aller dans une logique qui nous mène au mur, quoi. Moi, on me reproche d'être dur avec Silva, bah, je vais être vraiment dur, maintenant. Individuellement, c'est peut-être un des meilleurs défenseurs du monde, mais l'individu dans le collectif est pour moi une gangrène au PSG. Silva, l'individu dans le collectif est une gangrène, surtout dans les gros matchs. Olivier, tu dis souvent qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs d'année en année. Silva le fait match après match dans les moments importants, et ça fait au moins 5 ans qu'il le fait. Perso, j'en peux plus, et je ne pense pas qu'on s'en sortira avec lui. Quant à Kerrer, je voudrais réagir. Le pauvre Kerrer rentre à un poste qui n'est pas du tout le sien. Il est plus arrière droit ou défenseur central arrière gauche. Il a dû jouer 3-4 matchs dans sa vie là. Et il rentre dans un contexte où Nîmes vient de marquer, où l'équipe prend l'eau et où l'équipe a peur.
c'est très compliqué de rentrer dans ce contexte-là. Il a 10 minutes affreuses et les 10 dernières sont de bien meilleures postures en plus. Et pas oublier pour ce joueur que lui aussi a 21 ans et est très très jeune. Mais bon. Bon, écoute, on va excuser certains et charger les autres. Non, il fait une mauvaise prestation, Il a des gestes défensifs de base qu'il ne fait pas. Il se fait bouffer par son adversaire. Bon, c'est pas rédhibitoire, ça, il vient d'arriver, il est jeune, je suis d'accord. Voilà, mais je comprends pas qu'on charge un et pas l'autre. Moi, c'est quelque chose qui me choque. On va avancer, mes amis, on va parler du mercato. Je sais que vous adorez ça, le mercato. On va parler... il vient de se finir, notre très beau mercato d'été 2018. C'était magnifique. Arrivée de Kerrer, Bernat, Choupo-Moting et de Buffon, le monument, comme dit Olivier. Départ de Guedes, Pastore, comme Basto le pleure tous les soirs. Yuri, Ikoné, Lo Celso, Krikoviak, Trapp et même Baebek. Quelle note, mes amis, donneriez-vous sur 20 pour ce mercato, Draias? J'avais donné une note un peu plus dure, j'en ai parlé avec Basto, j'avais oublié un truc, donc finalement je donnerais 4,5 sur 20. Je donne 3 pour Buffon. Sur 10 ou sur 20? Et 1,5 pour Bernat pour la curiosité. Voilà, je vais lire ce que j'ai écrit parce que bon. Le reste fut une blague. Je n'arrive toujours pas à croire au transfert de JO, tant il est un pur contresens par rapport à nos besoins. J'espère me réveiller et me dire que c'est un mauvais rêve. On se souvient de Witsel parti à Dortmund pour 20 millions d'euros qui nous faisait des appels de pied après sa Coupe du Monde réussie. Léo disait un temps, un mercato est une affaire d'opportunité. Jamais Léo ne m'a semblé aussi loin. Je vois des gens sur les réseaux sociaux déverser leur fiel sur Choupo-Moting, mais le Choupo, aussi analement délicat soit-il, il est le cadet de notre mercato. On a un président absent, Génial. Un directeur sportif en roue libre qui semble être plus à la chasse à la commission qu'aux joueurs. C'est un mercato déprivement. Vivement qu'un mec mette un coup de pied dans le cul de cette fourmilière nauséabonde que devient en fait, et la direction du PSG. Eh ben, c'est dur, hein. Olivier, quelle est ta note, toi, pour ce mercato? 0. Parce qu'il y avait une priorité des priorités qui était le renforcement quantitatif et qualitatif du milieu. Ça n'a déjà pas été fait l'année dernière. Ce n'est toujours pas fait cette année. Depuis l'an dernier, Matuidi, Mota, Krikoviak, Pastore et même Lo Celso, moi je rejoins l'étonnement de Draias, sont sortis de l'effectif sans qu'ils aient le moindre remplaçant. Aujourd'hui, on a comme vrai milieu Rabiot, Verratti et Diarra qui est en pré-retraite et continue à être en pré-retraite. En l'absence de Marco ou d'Adrien, eh bien, le coach est obligé de bricoler. Et il va bricoler avec quoi? Soit avec des joueurs offensifs qui va recycler au milieu, genre Draxler, soit avec des joueurs défensifs qui va également faire avancer comme Marquinhos. C'est catastrophique. Alors moi, je ne m'attendais pas à un grand mercato, parce que pour moi, ce mercato low cost, il est la conséquence directe des achats pharaoniques de Neymar et Mbappé, qu'on a été incapable de rentabiliser ni sportivement, ni économiquement l'année dernière. Et d'ailleurs, si on est retoqué par le fair play financier, c'est parce qu'on a été incapable de retrouver, malgré ces deux joueurs, des ressources nouvelles qui pouvaient compenser les contrats qui ne sont pas acceptés, contrats qataris qui ne sont pas acceptés par le FPF. Donc moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un grand mercato, mais je m'attendais au moins à ce que ce mercato porte essentiellement sur ce milieu de terrain. Or, on prend Kerrer à 37 millions d'euros, qui par rapport à son statut est quand même extrêmement cher. Et puis le reste, c'est du bricolage. On prend Buffon parce qu'il est gratuit et parce que c'est une tête de gondole. On prend Bernat, c'est le 8e choix parce qu'il coûte pour certains 7 millions, pour d'autres 14 millions. Et puis Choupo-Moting, bon, je ne dis pas que ces joueurs n'étaient pas nécessaires dans l'effectif. On cherche depuis un moment un remplaçant à Cavani, mais il y avait d'autres priorités que ça. Donc le fait que ces priorités ne soient pas rempli fait que pour moi ce mercato non seulement ne renforce pas l'équipe mais l'affaiblit dans le secteur du jeu où elle est le plus faible, et je ne vois vraiment pas, malgré tout son talent, comment Tourelle va arriver à régler ce problème-là. Merci à toi Olivier. Et Basto, est-ce que tu vas faire monter la moyenne? Ouais, moi elle monte un peu. Donc pour moi il y avait 4 priorités, c'était le gardien, le latéral gauche et la... Donne la note d'abord. Non, parce qu'il faut expliquer comment j'ai noté. Il aura trop honte de donner la note directement. Il y a 4 priorités. Le latéral gauche, le gardien,
et l'axe défensif, c'est-à-dire il fallait un défenseur central proactif et un milieu tout-terrain. Donc je note chaque secteur sur 5 pour le moment. Et on arrive à 7 sur 20. Pour le gardien, 4 sur 5, Buffon, c'est réglé, c'est très bien. Ça fait progresser Areola, la concurrence, tout ça, ils sont contents. Bernat, je mets 3, je suis assez content, c'est un joueur qui était bon sous Guardiola, je pense que dans un jeu offensif, il peut être bon, après il y a des doutes par rapport à ces dernières années. Jeu offensif. Mais il est meilleur que Yuri. Et meilleur que Kurzawa. Donc on va lui mettre un peu plus que la moyenne. L'axe défensif, par contre, là on approche le 0, et si je pouvais mettre une note négative, je le ferais. Il fallait un défenseur proactif, ne serait-ce que pour essayer de jouer à 3, vu que Tourelle a l'air d'en avoir envie. On décide donc de tout lâcher sur Kehrer, qui d'après les échos en Allemagne est un très bon défenseur, même si on ne l'a pas encore vu, mais qui n'est pas un défenseur qui fait avancer le jeu. Donc on n'a aucun défenseur capable de le faire. Donc pour moi la défense à 3 est morte-née. Cette idée est morte, avant même d'avoir existé. Ou une mi-temps contre Angers. Kehrer avec Boateng, pourquoi pas, ça aurait pu être une bonne idée. Là on aurait eu le vrai relanceur, puis Kimpembe et Keller qui savent prendre l'espace pour continuer l'action déclenchée. Mais quand on sait qu'on aurait pu avoir Boateng pour 40 millions si Enrique ne s'était pas foutu de la gueule de la direction de Munich, puisqu'apparemment ça a été une vaste blague, encore une fois ce dossier, tout le monde nous prend pour des cons de toute façon, on se retrouve avec le seul Kehrer, et on se retrouve en plus avec 0 milieu, alors qu'on en perd 3 de plus avec Gio, Mota, Pastore. Il fallait absolument un milieu tout-terrain, et en plus on perd 3 milieux qui étaient des joueurs parmi les plus à l'aise avec la balle et capables de jouer un peu entre les lignes. Donc on en a encore moins, déjà qu'on n'en avait pas beaucoup des solutions pour cela. Ça fait 6 ans qu'on doit recruter un top milieu. 6 ans, même l'époque Mota, Marco Matuidi, moi ne me convenait pas réellement, où il y avait quand même beaucoup de défauts qui se voyaient dès qu'il y avait un pressing consistant en face. Donc on en est toujours là 6 ans après, même pire. Donc pour l'axe défensif, je mets 0 sur 10. Donc j'arrive à un total de 7, mais on va dire que le poste de gardien est quand même bien moins prioritaire que le reste, donc je vais enlever 2 points, je donne 5 sur 20. Oh, t'avais mis 6 Tu au donnes début. 5 sur 20? Ah non, j'ai mis 6, j'ai dit 5 ou 6, je donne 6 oui, parce que je suis généreux. Allez, 6. 5, 6 c'est la même chose, on va donner 6, allez, pour être le généreux de la soirée. Et Jimmy, je vais te D'accord. surprendre peut-être la dernière fois, mais je vais réagir. Attends 2 secondes, je voudrais juste T'as même pas dit ajouter ton que comme je suis statisticien si. de Comptez le métier, nombre de fois j'ai où fait je une réagis. moyenne de vos 3 notes et je peux conclure avec fiabilité que le club Paname établit ce mercato une note de 3,5 sur 20. Et je tiens à dire que c'est moi qui ai juste pris, j'avais dit 4,5. J'ai gagné. J'ai juste pris. Mais je voulais réagir à l'allusion mercato low cost à laquelle faisait référence Olivier. Vas-y. Oui et non. Encore une fois, là, j'étais en train de parler de Witsel qui nous a clairement lancé des appels de pied juste après sa Coupe du Monde où c'était il y a eu Modric qui était au-dessus, puis en dessous de Modric, t'avais Pogba et Witsel qui étaient à peu près au même niveau, un des meilleurs milieux, qui est parti à Dortmund pour 20 millions. Ensuite de ça, Basto, on a touché un mot. Dreyas, je peux ajouter un truc. Marquisio vient de signer gratuit au Zénith Saint-Pétersbourg. Oui, Ouais, il est cramé. cuit, aussi, mais après, malheureusement. oui, Il est cuit. voilà, lui est cramé. Mais même cramé, je le prendrais, je l'aurais pris en l'état après avoir fait partie de Lo Celso, aussi, moi j'aurais pris n'importe qui. Et puis il y a eu, Basto, on a touché un mot, il y a eu une offre qui a été faite pour Boateng le dernier jour. Et cette offre était très proche des demandes initiales du Bayern. Elle était entre 40 et 50 millions, quelque chose comme ça. J'en veux pour preuve les réactions de ONS qui est en train de s'épancher dans la presse sur Antero Henrique. Donc c'est pas tellement qu'on n'avait pas tant d'argent que ça. Et quand on regarde les noms qui ont circulé, les Renato Sanchez, les machins, toute la smala portugaise, là, etc., on a vraiment l'impression qu'Antero, on lui a un petit peu coupé les trucs, on a l'impression que le mec il est vraiment plus à la chasse à la commission qu'autre chose. Et dire oui, on n'avait peut-être pas autant d'argent, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas forcément claquer 400 millions. Mais si on a fait une offre à la dernière journée de 50 millions, qu'on a fait 15 millions pour Bernat, qu'on a fait 37 millions pour Kehrer, on avait quand même 100 millions. Encore une fois, je recite juste l'exemple de Witsel, mais Witsel c'était 20 millions. Witsel c'était 20 millions. Des exemples, il y en a plein. Il y avait moyen d'être intelligent, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Et c'est juste honteux. Et Antero, que moi j'appréciais, j'ai jamais apprécié, j'ai toujours trouvé ses choix de joueurs absolument dégueulasses, mais j'appréciais que tout à coup il arrivait à vendre des joueurs, il arrivait à vendre des joueurs et tout. Je commence même à douter de ça, parce que le mec, en fait, il cherche juste les commissions, il en a rien à foutre du club, et ça devient mais n'importe quoi. Ça devient juste n'importe quoi. Le pire, c'est qu'apparemment, Enrique a vraiment forcé le dossier Kanté pendant un mois.
Ça a été confirmé par Moi, des j'y sources crois sérieuses. absolument pas. J'y crois absolument pas. Bah, ça a été Je pense que confirmé par des sources sérieuses qui savent mieux que Mais nous. le PSG n'a pas d'argent. dans le même sens. Qu'est-ce Bah que oui, mais c'est le c'est d'autant symbole de plus. ce mercato? Attends. Quel est le symbole de ce mercato? C'est 12 départs pour 4 arrivées. C'est 110 millions de ventes pour 50 millions d'achats. C'est ça qu'on a demandé à Enrique. On lui a demandé de vendre au maximum, de vendre tout ce qu'il pouvait. Même Lo Celso, il l'a fait partir. Ouais. C'est la décision. Il l'a pas vendu, Lo Celso. C'est pas la Il décision a pas d'Antero. vendu, Lo Non, il l'a Celso. pas vendu, mais il a gagné le salaire. J'ai pas Ah, fini il y a ce eu que le je voulais pouvoir dire, d'achat. Olivier. Donc aujourd'hui, faire porter le chapeau à Enrique, il a sa part de responsabilité, mais sur des sources fiables, il semble que ce soit la foire d'empoigne au niveau du club. On ne sait plus qui décide, il y a des décisions qui se font parallèlement, les décideurs se contrent les uns les autres. Enfin bon, comment veux-tu mener un mercato dans ces conditions-là? Moi, j'ai aussi un peu tiqué sur l'histoire Boateng. Bon, que notre ami Eunès montre au créneau la crédibilité de ce garçon et la nocivité qu'il a vis-à-vis du PSG me fait prendre. Oui, Il y a aussi le directeur sportif, il y a Boateng lui-même. Sauf que là, il nomme. Je crois quand même. Il nomme quand même. Hein. Il l'avait pas Oui, fait mais avant. je crois quand même que dans des déclarations du Bayern lui-même, Kovacs voulait absolument garder Boateng et il ne voulait pas faire une entourloupe à leur entraîneur. Et deuxièmement, c'était 50 millions et pas un sou de moins. Or, l'offre qui a été faite a toujours été du PSG de 40 millions. C'est pas ça qui se dit. C'est pas du tout ça. C'est pas ça qui se dit. C'est qu'ils étaient d'accord pour baisser à 40, mais vu que Paris s'est foutu de la gueule du Bayern en disant demain on fait une offre et ils ne sont jamais venus, ils se sont dit bah on va pas leur faire de cadeaux. On va pas leur faire de cadeaux. Si ça avait une négociation normale, ça se serait fini à 40. Mais si. Juste une chose. Onès, je suis d'accord qu'Onès, on peut pas forcément prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Mais le jour où Onès dit, mais nommément, tant que le PSG aura Antero Henrique, ils ne pourront pas être pris au sérieux et que le mec qu'il nomme le mec. Là, tu peux savoir quand même qu'il y a un souci, Olivier. Mais c'est pas que tu peux. Non, mais tu peux savoir qu'il y a un souci et qu'il y a eu un vrai souci dans la manière avec laquelle le PSG a conduit les négociations pour Boateng. Au-delà du prix, au-delà des offres, au-delà de tout ça. Enfin, le fait de croire que l'offre a été de 40 millions et qu'on voulait pas monter à 50 millions parce qu'Andero c'est un Thug Life et qu'il résiste à rien et que machin il est trop fort et tout. Il y a un moment ça prend du plomb dans l'aile quoi. Il y a un moment ça prend du plomb dans l'aile mais je sais pas combien de sources, y compris un mec comme ONS qui c'est clair ne porte pas dans son cœur mais qui en vient à nommer le mec. C'est qu'il y a vraiment eu des couilles dans la manière avec laquelle ce mercato a été conduit. Il y a vraiment des problèmes. Et si tu associes à ça, je finis juste Olivier, et si tu associes à ça le fait que c'est à chaque fois les mêmes agents, Choupo-Moting qui est le même agent que Draxler, machin truc, et que c'est à chaque fois les mêmes agents, et que c'est un club d'agents machin qui sont avec Tunisia à vie et tout ça, et t'as des affaires de rétrocommission, tu peux très sérieusement commencer à douter des intentions d'Antero dans ce club. Il y a vraiment un moment où le problème se pose et il y a vraiment un moment où il va falloir qu'il soit adressé quoi. Donc que Enrique soit pas clair, tout le monde le savait avant qu'il vienne dans le club. C'est un métier de maquignon, il n'est pas le seul à faire des entourloupes et les bons en général en font plus que les autres. Mais Enrique, c'est un peu comme Tourelle avec son effectif. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans un club qui est géré comme ça ? Où tu sais que Doha intervient avec ses conseillers à lui, que Nasser serait plus ou moins écarté, qu'il a des conseillers qui travaillent. Enfin bon, bref, c'est la bouteille à l'encre, on ne sait pas. Ce matin, il y avait une interview dans le Parisien de Kerrer qui dit qu'il a été contacté le 15 juillet par Tourelle lui-même. Et qu'Antero est intervenu simplement un mois après pour finaliser la négociation. Donc on ne sait probablement pas tout sur ce qui se passe. Moi, ce que je pense et qui me semble logique, vu les dépenses non équilibrées qu'on a faites l'année dernière, qu'on était aux abois, d'autant qu'on a encore la commission de contrôle aux fesses et qu'on ne pouvait pas dépenser sur ce mercato et que la priorité c'était les ventes. Mais même si on avait un petit peu d'argent, même ne serait-ce que les 50 millions qu'on a dépensés, qu'on n'en fasse pas porter le maximum sur le milieu, moi c'est ça que je reproche. Parce que comme vous dites, il y avait des Witzel, il y avait des Lobotka qui ne valaient pas des milliers des cents et on aurait très bien pu prendre des joueurs comme ça, quitte à prendre un joueur moins cher en défense centrale ou comme on a fait pour Bernat en latéral. C'est plutôt le choix du peu d'argent qu'on avait qui me révulse.
Bah, Witsel, en plus, on l'a à 20 millions, on lui dit non, t'es pas la priorité, on reviendra vers toi plus tard. Entre-temps, il signe à Dortmund. Voilà, et après, on arrive avec une offre de 25 pour Lubotka qui n'est pas suffisante et on peut pas le faire. Et le dernier jour, tout le dernier jour. Mais ce matin-là, ils viennent à l'instant, une interview de Lubotka qui dit qu'il n'y a eu aucune offre. Ils ont essayé le dernier jour, mais ils ont vu que c'était trop éloigné. Mais apparemment, Kanté, c'était vrai. Toi, tu veux pas y croire, mais de toute façon, dans ce club, il y a plein de trucs dont on ne veut pas croire et qui sont sûrement vrais. Je vois pas comment le club pouvait faire une proposition à 100 millions. Parce alors qu'on n'a pas un. Mais parce qu'Enrique est en roue libre, parce qu'ils sont tous en roue libre dans cette équipe. Parce qu'ils ont tous pété un câble. Parce que Nasser a promis les pleins pouvoirs à tout le monde. J'ai l'impression. L'UEFA a dit qu'ils allaient rouvrir l'enquête après les rumeurs de Kanté. Je pense que c'est au milieu du mercato qu'on s'est dit putain de merde, va falloir changer la. Mais du coup, on n'avait pas de plan B. Mais Jimmy, encore une fois. Non, on n'avait pas de plan B. Mais Jimmy, t'as quand même l'offre pour Boateng qui est le dernier jour. Et le Bayern refuse, enfin l'histoire de Niko Kovac, là, je sais pas, peut-être qu'il voulait vraiment le joueur, mais le Bayern refuse parce qu'il n'a pas eu le temps de se retourner après avoir vendu Boateng pour aller chercher quelqu'un d'autre. Aussi parce qu'ils se disent avoir été pris pour des cons et mais il y a le truc pragmatique de pas avoir le temps de se retourner. Moi, dans ce que tu dis, Olivier, il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais. Mais je trouve que tu exonères Antero de pas mal de ses responsabilités. Non. Laisse-moi finir. Et je pense, après je peux me tromper, mais c'est juste une supposition. Je pense que le mec il se retrouve dans un club où il se dit bon bah il y a qu'à se servir, de toute façon il y a rien d'autre à faire et machin truc. Et donc il fait juste jouer ses connexions pour toucher des commissions à droite, à gauche, pour s'en mettre plein les poches avant de partir. Et je lui donne pas tort. Et je lui donne pas tort parce que oui, comme le dit Basto, on lui a promis beaucoup de choses et finalement il s'avère que effectivement comme tu le rappelais tout à l'heure, il y a Doha, paf, ça passe par Doha et c'est tout à coup, c'est Tourelle qui se retrouve à être directeur sportif alors qu'il y a un directeur sportif autre. Donc je lui donne pas forcément tort, je lui donne pas raison quand même, mais je lui donne pas forcément tort. Mais quand tu vois les noms qui circulent, les noms enfin, c'est juste, voilà, c'est des noms de sa garderie où il est sûr qu'il va toucher des commissions. Enfin, ça commence vraiment à ressembler à ça. Par contre, où je te donne tort, c'est que quand Enrique arrive, on sait que ça va se passer comme ça à Porto. À Porto, il a un dossier, mais qui est comme ça en justice, qui est traité avec des rétrocommissions et des trafiquants d'armes. Oui, mais en même temps, il s'occupe de renforcer l'équipe. Il s'occupe de renforcer l'équipe. Il va trouver des jeunes qui correspondent. Mais à Paris, il le fait pas. Il va trouver des jeunes qui correspondent aux besoins du club, etc. Tout ça, la rétrocommission avec Punizavi se sont mis plein les poches aussi. Mais ça, tu peux en être. D'ailleurs, dans le prochain livre de Molina, il y aura le contrat exact de Neymar. On peut pas comparer ce qu'on lui demandait à Porto et probablement ce qu'on lui demande à Paris. Ça, je pense que c'est deux choses différentes. On parle des intentions. Et ensuite, je rappellerai qu'il se dit que si Leonardo a été viré, c'est qu'il y avait déjà des problèmes de rétrocommission. Donc ça fait partie de ce métier-là. C'est le rôle des dirigeants de contrôler leur personnel. Comment on laisse ces mecs se démerder tout seuls? Ça vous choque pas? Tu as raison, Olivier. C'est le patron qui est responsable. C'est surtout qu'on recrute Enrique en connaissance de cause. C'est même plus haut que Nasser pour le coup, c'est Doha qui est responsable. C'est Doha qui est pas clair dans sa ligne. Nasser, il est placé là par Doha. Le problème, c'est que Doha, ils font aussi des problèmes pour la corruption au Qatar de la Coupe du Monde. Donc, si la corruption est à tous les étages, on s'en sort plus. Mais à l'arrivée, tu vois, je veux dire, bien sûr, t'as raison, ça existe partout dans le football. C'est comme ça, c'est un monde pourri, les gens sont méchants, blablabla. Mais le problème, c'est que là, nous, on se retrouve dans un nid dans une poudrière où c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer dans la. Pour leur gueule. Il y a aucun lien. C'est flippant en fait. C'est vraiment flippant ce qui se passe dans le mercato en fait. Mais on dit ça un petit peu chaque année, et chaque année on dénonce un peu la gestion du club. Chaque année ça va que les échecs. Oui, on espère que les échecs vont corriger ça, et on s'aperçoit, comme tu le dis, que c'est de plus en plus grave. Donc là, quand est-ce que Doha va comprendre? Moi, je suis toujours fracassé de voir qu'ils avaient pris au départ la bonne décision, avec une équipe identifiée, avec un bon professionnel comme Leonardo, qui a fait venir un entraîneur. Quand tu penses qu'on démarre le projet QSI avec Jean-Claude Blanc, la direction générale, Leonardo, directeur sportif, et Ancelotti, et de voir où on se retrouve aujourd'hui, c'est ça qui est absolument dramatique. Jean-Claude Blanc qui d'ailleurs avait dit il ne faut pas faire Mbappé après Neymar, il y aura des problèmes. Et juste pour remuer le couteau dans la plaie, la fois où on a été le plus dangereux en quart de finale de Ligue des Champions, la fois où la meilleure campagne, c'est sous Carlo. On a fait, et puis au-delà de la campagne, le quart de finale où on a fait le plus peur à un gros adversaire, c'était un quart de finale contre Barcelone, c'était pas l'année dernière, et c'était sous Carlo. Et c'était avec des joueurs comme Jallet et Champion. Exactement. Et il y avait encore. Et c'était. Voilà. Et Draias, tu me donnes. Quand tu vois le mercato, c'est la fois où on a été le plus dangereux.
C'est ouf. Tu vois le mercato que fait Leonardo au Milan AC dans un club qui a à peu près les mêmes difficultés financières que nous, c'est extraordinaire. En 15 jours, il a fait plus que nous en 6 ans. Merci mes amis. Et Draias, juste ça, Léo, il entend vite ça le dire ça, il se dit il y a un problème au milieu, il le prend direct, je crois qu'il réfléchit pas en fait. Après, je crois qu'il y a des trucs plus faciles en Italie pour les transferts, genre des trucs d'achat, de double achat, vrai. des clubs qui sont copropriétaires, des trucs comme ça. C'est plus facile de faire des entours. mes amis, on va continuer déjà Jimmy parce que Titanic. vous commencez à parler de Pini Zahavi et tout ça et j'ai pas envie qu'on vous retrouve suicidé de 2 balles dans le dos. Faut que t'ailles à Moi, j'ai Bréa, peur. Jimmy. Faut que t'ailles à Bréa, J'ai peur Jimmy. pour ma vie, j'ai peur pour mes enfants. Oh, il pleure. Ah, t'as un gosse? Ça y est? Pardon Pini, si tu m'entends, je suis un grand fan. appelle son Merci zizi. pour tout ce que tu C'est as fait. D'ailleurs, c'est Zizi, le son prénom enfant, de ton petit gosse. Il appelle Zizi. Pini, son enfant. ouais, Ouais, il s'appelle Pini. il s'appelle Pini, ouais. Pourquoi? Et il Parce sort que- de ton Mais- pénis. Mes amis, Draias, tu parlais de Ligue des Champions et c'est de ça qu'on va parler. Oh, Jeudi Formidable. dernier, c'est déroulé le tirage pour la Ligue des Champions Ah, tu 2018. devrais pas faire ça, Vasso. En vrai. 2018-2019. C'est la musique qui donne les frissons. Paris, Ouais, mais pas là. bon, vous fermez vos gueules là. Paris se retrouve dans un groupe difficile, Liverpool, Naples et l'Étoile Rouge de Belgrade. Olivier, qu'est-ce qui t'évoque toi ce tirage? Bah, il m'évoque un petit peu dans le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les difficultés financières du club, le mercato catastrophique, c'est vraiment la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase, la poisse absolue, parce qu'on pouvait difficilement imaginer une poule plus relevée que celle-là. Un seul club, Liverpool, le finaliste de l'an dernier, était évité dans le chapeau numéro 3 et on tombe dessus. Alors que dans le chapeau 2, on tombe sur Naples, qui est un adversaire quand même sérieux. On va plus se battre, comme les autres années depuis QSI, pour une des 2 premières places qualificatives en 8e de finale. On va se battre pour éviter d'être le cocu, le 3e, qui sera obligé d'être reversé dans la fantastique Ligue Europa. Parce que c'est pas un gros qu'on va être obligé d'affronter cette fois-ci, mais c'en est 2. Sans compter que c'est jamais facile de jouer à Belgrade face à l'Étoile Rouge. Et en plus, la compétition débute dans 15 jours. Et on voit qu'on n'est absolument pas prêt, qu'il y a un flou tactique énorme, que l'effectif est miné par un certain nombre de blessures importantes. Donc le premier match à Anfield, mais je me demande comment on va passer à travers ce match-là. Et si on se projette un petit peu plus loin, ben je n'ose même pas imaginer le tsunami qui succéderait à une élimination dans la phase de poule cette saison, qui est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. On ira gagner Bon, l'Europa, peut-être, Olivier. peut-être ça serait un mal pour un bien, parce que ça permettrait de prendre conscience dans l'état dans lequel est la direction de ce club, et que des décisions qui donneraient une direction plus claire, avec des rôles mieux répartis, permettraient de repartir sur un bon pied. Mais là, cette poule, elle fait peur dans le contexte actuel. Basto, t'es d'accord avec Olivier? Sur ce qu'il a Sur dit? le tirage. Ah bah oui, moi j'ai les mêmes Ouais, sur le impressions. Ma première impression que j'ai eue, c'est la malchance, vu qu'on tire le pire du chapeau 2 puis le pire du chapeau 3. Et vu un peu la même réaction, je me dis que ça peut être un mal pour un bien si on est éliminé, ou même si on passe, mais qu'on se prend des branlées par Liverpool ou Naples. Mais j'ai l'impression que dans ce club, personne ne comprend les erreurs commises, donc je suis même pas sûr que ça changerait quelque chose. Parce que ça se trouve derrière, on irait gagner l'Europa et ce serait tout beau, tout gentil. Ouais. Enfin, moi je serais content. Mais... Perso, on verra ce que ça change. Après, j'ai eu comme deuxième réaction que c'était le groupe des ambiances. Il va y avoir trois ambiances chaudes à Liverpool, Naples et Belgrade. L'année dernière, c'était le groupe de la bière avec Munich, Glasgow et Anderlecht. Là, on est dans le groupe de l'ambiance. Je pense que c'est la première fois sous QSI qu'on a une possibilité d'être éliminé, effectivement. Et c'est assez excitant, c'est bien, on a des matchs excitants d'entrée en poule, alors que d'habitude on ronronne un peu nous devant notre écran et on attend les huitièmes. Là on va pouvoir être excité à fond. Et le calendrier n'est pas facile non plus, puisqu'on débute donc à Liverpool où on risque de se prendre une petite branlée sans Marco. Et que derrière on enchaîne direct avec Naples et on a déjà le couteau sous la gorge si on perd à Liverpool, quoi. On n'a plus le droit à l'erreur d'entrée dès la deuxième journée. Merci à toi Basto Draias, quelque chose à ajouter? Ah oui, bah déjà je voudrais dire que la vraie bonne blague ce serait quand même de finir 3ème et se faire sortir en quart d'Europa League. Par Arsenal. Ah, ça serait formidable. Ça serait formidable. Non, bah, que m'évoque le tirage, la chatte à la parisienne. Bon, allez, c'était pour le troll. Bon, on a des matchs intéressants, comme disait Basto, ça va être cool de pouvoir se lancer en main tout de suite, d'être tout de suite testé.
Comme disait Basto, le calendrier il est un petit peu dur, dans le sens où on commence par un déplacement qui est super compliqué. Et je rajouterai avec Basto, même si lui il croit pas, qu'aller au 11 décembre à Belgrade, quand il fait -10, c'est pas forcément l'idéal, surtout avec nos divas. Après, oui, peut-être qu'on fera quelque chose en Europa. Et On ne joue pas en décembre du coup. On joue en le truc, en 3e match. non, chez eux c'est le 11 décembre. J'ai vérifié dans le calendrier. Chez eux c'est le 11 Le décembre. 3e adversaire, tu le rejoues Chez eux, ça change. chez eux, c'est le 11 décembre. Non, le 3e adversaire, c'est Naples pour le coup. Non, Naples, c'est le 2e. Bah, vérifie. Et il y a une autre chose, c'est on parlait de Verratti comme l'homme qui manquait. Et par rapport à ça, je vais réagir à ce que disait Olivier. On n'est pas tellement miné par les blessures, on est miné par l'absence de banc. Mais bon, on va pas revenir dessus. Faut pas oublier qu'un Marco Verratti, alors peut-être qu'il est géré plus intelligemment par rapport à sa pubalgie, mais un Marco Verratti, c'est 20 matchs par saison. J'exagère un peu, mais à peine. Et rien n'est dit qu'on pourra profiter de ses talents si souvent cette saison. Et pour la Ligue des Champions, j'aime pas les pronos, j'espère qu'on va passer malgré tout, je reste supporter dans l'âme. Voilà, rien à dire en fait. Ça me déprime. Merci à toi. Ah ouais, c'est le Andreas. 3e Naples. Oui, Ah donc c'est étoile rouge en 2e match, donc on n'a plus le couteau sur la gorge si on perd à Liverpool tout d'un coup. On joue l'étoile rouge en 2e match, autant pour moi le calendrier. Et c'est au parc. C'est au parc. Après on a 2 matchs au parc contre l'étoile rouge. Et après, et par 11 contre, décembre, par contre, 11 décembre, les Étoiles rouges. Ouais, et c'est ça, après c'est il ça. a 11 11 décembre, et le 11 décembre il fait -10 là-bas. Hein. Il fait -10. Mais après l'équipe est en trêve internationale, il me semble, en décembre. Ah, pas encore, c'est après justement. C'est juste C'est après. à partir des 8e. Oui, c'est plus là où ils sont dans la merde parce qu'ils rentrent de trêve. Mais justement là, ils sont dans la fin du Ouais, enfin, championnat. Ça reste Belgrade, c'est pas. Avec les divas, enfin. Ouais, on nous promettait la mort à Glasgow l'année dernière avec plaisir l'équipe imprenable Olivier, à domicile, il y a eu 5-0. pour faire plaisir à Olivier, enfin, j'ai du mal à imaginer Silva jouant avec -10 degrés. Oh, c'est ça. Non mais c'est Il mettra Belgrade, c'est des pas la boules. Russie, c'est la Serbie. Mais pourquoi tu parles de moins 10 degrés? J'ai l'impression que c'est la Russie, Belgrade. Depuis ça fait un mois que tu me dis les moins 10 degrés, c'est la Serbie. Non mais surtout, Belgrade, il va jouer comme Nîmes. Il va jouer comme Nîmes. Et là, on peut être inquiet. Sauf que nous on jouera pas comme contre Nîmes, on a toujours quand même plus d'intensité en Ligue des Champions. Ouais, on verra. Mes amis, on va terminer par faire l'argent des bookmakers. Basto, c'est quoi pour toi le pourcentage de chance de passer les poules? 5 degrés à Belgrade en décembre, pas moins 10. Ah. Alors le pourcentage de C'est pas ça passer que les je poules, demande. moi je dis 70% parce que autant Liverpool me fait peur, autant Naples je trouve affaibli par rapport à l'an passé. Il y a eu la perte de un de leurs joueurs clés qui est Jorginho en 6 qui était un peu le maître à tout faire. Un peu comme nous on a eu Mota pendant des années, donc c'est toujours très difficile de se séparer de ce type de joueur puisque ça change un peu tous les schémas de jeu. Il y a aussi la perte du titre qu'ils voulaient tant l'année dernière qui peut leur faire très mal. Et on est un peu dans une espèce de fin de cycle avec des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui peuvent commencer à fatiguer mentalement. Il y a eu peu de renouvellement de leur effectif. Et perso, Carlo ne me fait plus peur vraiment. Je sais que toi, Jimmy, tu es d'accord avec moi là-dessus. Ouais. On a eu un Carlo à Munich qui m'a semblé un peu vieillir, qui a été très critiqué après son départ, soi-disant parce qu'il a des méthodes d'entraînement un peu ancestrales ou parce que ça travaillait plus assez. Donc peut-être que Carlo n'est plus fait pour le foot moderne. Je vais peut-être un peu loin, mais j'ai l'impression qu'il vieillit un peu. Donc il ne fait plus aussi peur qu'avant. Donc je pense vraiment qu'on a beaucoup plus de chances que Naples de passer. Après, ils se sont fait exploser d'ailleurs hier 3-0 à Naples par la Sampdoria. C'est pareil, Liverpool, ils n'ont pas si bien joué. Et leur premier match que j'avais vu contre Milan, notamment la première mi-temps où ils sont menés 2-0, ils sont toujours en réaction. Ils ont du mal pour un moment à s'installer. Par contre, pour finir premier de poule, je nous donne 20% de chance. Je pense que Liverpool est au-dessus. Merci à toi, Basto. Drayas, ton pourcentage de chance? Bah moi j'ai vraiment fait appel à des calculs super savants et tout qui vont plaire aux statisticiens que vous êtes. Et je vous donne pas les calculs parce que c'est même pas la peine. Donc au résultat, je regarde. Incohérent. Il y a le regard de Basto. Donc pour Paris, pour être premier, il y a 42%. Pour Liverpool, 54%. Pour Naples, 38%. Et pour être deuxième, Paris à 31%, Liverpool 46% et Naples 45%. Et Belgrade, ils sont où, merde? Bah Belgrade, ils sont troisième parce que nous on est reversé. Ah mince, je voulais réagir à un truc que tu disais. J'ai oublié. C'est pas grave, ça sera pour tout à l'heure. Par rapport à la Ligue des Champions. Olivier, ton pourcentage de chance de passer? Moi, je suis pas statisticien, alors je donnerai pas de pourcentage. Pour moi, Liverpool est au-dessus des deux autres.
Je mettrais Naples et Paris sur la même ligne cette année. J'ai pas du tout le sentiment que Carlo soit un entraîneur fini. Carlo est un vieil entraîneur qui connaît bien la Ligue des Champions. Il l'a gagné comme joueur, il l'a gagné comme entraîneur plusieurs fois. Il sait comment la gagner. Carlo, c'est un affectif. Il retourne en Italie avec des joueurs. Si ça passe bien, là, il s'est retrouvé au Bayern, chez Eunès et consorts. C'est pas du tout la même ambiance. Là, il va être chez lui. Poussé par ce public, ça va être difficile. Donc Liverpool pour être sûr dans les deux. Et après, ça va se jouer 50-50 entre Naples et le PSG. Jimmy, Ouais, je vais lancer un sample en direct sur R. vas-y. Ils vont voir ce qu'ils vont nous sortir comme club. Mais tu vois, Olivier, moi je pense que Liverpool est sûr de passer. Mon sentiment, c'est que Liverpool est sûr de passer. Je pense que Naples a moins de chances de finir premier que Paris, mais Naples a beaucoup plus de chances de finir deuxième que Paris. Je pense que psychologiquement, si on commence à aligner des défaites, là je finis. Si on commence à aligner quelques défaites, on risque de s'écrouler parce que psychologiquement, on n'est toujours pas armé. Alors que Naples, avec leur public, etc., pour la deuxième place, j'aurais très très peur en fait. Liverpool, pour moi, ils passent. Ils ont plus de chances d'être premiers qu'autre chose, mais ils passent. Je pense qu'on a quelques chances d'être premier, mais par contre, on a beaucoup plus de chances d'être troisième que d'être deuxième. La deuxième place, j'ai beaucoup de mal à y croire pour Paris. Ah ouais. C'est marrant. Du coup, Basto, t'as fait du R. Eh oui, et mon logiciel R, en tant que statisticien, alors voilà, sort PSG premier du groupe devant Liverpool, Belgrade et Naples. Mais t'as fait ça comment ? Change de logiciel. Un petit sample. T'as fait ça. T'as fait n'importe quoi. Un petit sample. N'importe quoi. Tirage aléatoire. Ah oui, d'accord. Tu sais, Il y a la boule de cristal derrière ça. Faut avoir la discussion adulte. Jimmy, il faut te le dire, Basto a eu son diplôme de statistique dans une pochette surprise de Et Kinder. regarde, ça le refait. Et là, cette fois-ci, c'est PSG devant Liverpool, Naples qui passe devant Belgrade. 2 fois de suite, 2 fois PSG premier. Il n'y a plus de hasard dans le hasard. Bon bah c'est le destin. Range-ton-air. C'est le destin. destin. Et mes amis, c'est sur ce beau destin que nous allons le nous destin. laisser. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce podcast, de nous avoir écouté débattre sur l'actualité du PSG. Je vous recommande de visiter notre site web leclubpaname.fr, grand site, peut-être le plus grand, le plus beau. Et je souhaite une bonne soirée à mes copains. Olivier, bonsoir. Salut Jimmy, content de refaire un petit podcast avec vous. Basto, bonsoir. Salut à tous. Dryas, bonsoir. Bonsoir, j'espère qu'on n'a pas été trop dur pour toi, Jimmy. T'avais l'air d'être un peu Non, en ça va. PLS par moment quand même. Un peu agité. Ouais, j'ai senti Il y ça. a de quoi, il y a de quoi. Du coup, on se retrouve pas la semaine prochaine vu que c'est la trêve internationale. On se retrouvera sûrement pour débattre de PSG Saint-Etienne avant la Ligue des Champions. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir été avec nous. Bye bye. Ciao tout le monde.